faites bien de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent. République démocratique du Congo en ouverture, le président Félix Tshisekedi vient de mettre un terme à la coalition qu'il avait formée avec son prédécesseur, l'ancien président Joseph Kabila. Rendant compte des consultations politiques qu'il a menées tout le mois de novembre avec les forces politiques et les représentants de la société, le chef de l'État congolais a annoncé la nomination d'un informateur pour identifier la nouvelle majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Il a menacé de dissoudre l'Assemblée nationale en cas de persistance de la crise. Félix Tshisekedi a ainsi constaté l'échec entre sa coalition Le Cap pour le changement et le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila qui avait permis en janvier 2019 la première transition pacifique au pouvoir dans l'histoire agitée du Congo. Il a énuméré les problèmes et les recommandations qui sont remontées des consultations nationales, à savoir l'instabilité, l'insécurité, la gouvernance démocratique, la corruption, l'emploi des jeunes et la place des femmes. Le Front commun pour le Congo, rassemblement des partis pro-Kabila, revendique une majorité de plus de 300 députés sur 500. Le FCC accuse le camp du président Tshisekedi d'avoir tenté de débaucher des députés FCC par la corruption. À noter que cette communication du président congolais relative avec la dissolution du bureau de l'Assemblée nationale coïncide avec le dépôt d'une pétition signée par plus de 200 parlementaires visant la déchéance de ce bureau dirigé par Janine Mabunda. De sources concordantes, les signataires de ce document reprochent au bureau de l'Assemblée nationale l'opacité dans la gestion financière de cette institution. Au Ghana, plus de 17 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce lundi 7 décembre pour élire leur président ainsi que leurs 275 députés, dont les quelques 38 000 bureaux de vote de 7h à 17h GMT. Pour la magistrature suprême, ils devront choisir entre 12 candidats, dont 3 femmes. Ce scrutin s'annonce très serré entre le président sortant Nana Akufo-Addo et son prédécesseur John Mahama. Les deux principaux adversaires se retrouvent pour la 3e fois consécutive et une fois encore les résultats pourraient être serrés. En 2012, John Dramani Mahama du Congrès national démocratique avait remporté le scrutin avec 50,7% des voix. Puis en 2016, ce fut Nana Akufo-Addo, leader du nouveau parti patriotique, avec 53,8%. Le président sortant a été salué pour sa gestion du Covid-19. Il a tenu certaines de ses promesses, notamment sur l'éducation et l'accès à l'électricité. De son côté, John Dramani Mahama, considéré comme un homme avenant et proche du peuple, devra faire oublier les accusations de mauvaise gestion économique qui avaient empêché sa réélection. Les deux favoris ont signé en fin de semaine un pacte de paix pour accepter les résultats qui seront issus des urnes afin de garantir la paix et la sécurité dans le pays réputé pour être un exemple de démocratie et de stabilité en Afrique de l'Ouest, où la Côte d'Ivoire et la Guinée ont tenu des scrutins marqués par des violents affrontements. Au Niger, nous sommes rendus ce lundi au 3e jour de campagne électorale pour les scrutins présidentiels et législatifs du 27 décembre prochain. L'opération a été lancée samedi à travers le pays. 30 candidats sont en lice pour le fauteuil de président et 359 pour les 171 sièges des députés. À l'issue de ces élections, un président démocratiquement élu passera le flambeau à un autre candidat civil, une première au Niger. La campagne va s'étendre sur 3 semaines. La capitale Niamey a changé de couleur. Les différentes équipes des 30 candidats retenus par la Cour constitutionnelle ont déjà pris d'assaut les principaux carrefours et artères importantes de la ville avec des affiches à l'effigie de leurs candidats ou des banderoles aux couleurs de leur parti. Conformément à la loi électorale, 17 ministres et plusieurs dizaines de fonctionnaires ont démissionné de leur poste pour se lancer dans la course. Mohamed Bazoum, dauphin du président Mahamadou Issoufou, porte le flambeau du parti au pouvoir. Il est face à d'autres poids lourds de la politique nigérienne, dont Seni Oumarou, le dirigeant du Mouvement national pour la société de développement, arrivé 3e en 2016, et Mahaman Ousmane, ex-président de 1993 à 1996, 4e en 2016, et l'ex-chef de la diplomatie Ibrahim Yacouba, 5e en 2016. L'ancien premier ministre et opposant au régime Mahamadou n'est pas dans la course. L'ex-président du Parlement a été écarté à cause de sa condamnation à 1 an de prison dans une affaire de trafic de bébés. Exilé à Cotonou avant de regagner Niamey, l'opposant a toujours dénoncé une affaire inventée de toutes pièces pour l'empêcher de briguer la magistrature suprême. Au
Au Togo, Brigitte Kafui, Adiamakbo Johnson et Gérard Diossou, membres de la DMK Dynamique Monseigneur Pokdro, qui avaient porté Gabriel Abeome Kodjo à la présidentielle du 22 février dernier, ont été inculpés pour rassemblement de malfaiteurs et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Selon leur avocat, il s'agit d'une manœuvre d'intimidation. D'après lui, au bout de 155 heures de garde à vue pour Mme Adiamakbo Johnson Kafui, et 192 heures pour M. Diossou, le procureur de la République n'est pas parvenu à étayer les charges qu'il retient d'éléments matériels pertinents pouvant justifier la poursuite en cours. Les deux opposants devraient être déférés en prison. Leur arrestation enflamme la scène politique togolaise depuis quelque temps. Toute l'opposition demande leur libération et un dénouement politique de ces différents nés de la dernière élection présidentielle. Pour Amnesty International, cette arrestation des deux opposants semble être strictement liée à l'appel à manifester et apparaît comme une nouvelle illustration des autorités de vouloir réduire au silence l'opposition et les voix dissidentes. Et puis, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de retirer le Burundi de son agenda politique, une décision qui intervient peu de temps après le refus du pouvoir burundais de prolonger la présence du bureau de l'envoyé spécial onusien. Dans une déclaration faite ce week-end, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont encouragé le président burundais dans sa démarche du respect des droits de l'homme et de la pacification de ce pays d'Afrique de l'Est. Concrètement, cela signifie qu'il n'y aura plus de rapport délivré du Conseil tous les 3 mois. Désormais, le secrétaire général Antonio Guterres devra couvrir le pays dans le cadre de ses rapports réguliers sur la région des Grands Lacs et l'Afrique centrale. Selon le ministre burundais des Affaires étrangères, les autorités burundaises ont accueilli avec enthousiasme cette décision de l'ONU. En rappel, en novembre dernier, le ministère burundais des Affaires étrangères a annoncé la fermeture d'ici le 31 décembre du bureau local de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Burundi. En février 2019, Ritega a fermé le bureau local du commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme sur son territoire. En mai dernier, le Burundi avait aussi expulsé 4 experts de l'OMS. En pleine crise du coronavirus, le Burundi s'est aussi désengagé de la Cour pénale internationale en octobre 2017. Un détour au Kenya avant de refermer cette édition. Le personnel soignant a suspendu dimanche soir pour 14 jours. À quelques heures du début du mouvement, leur mot d'ordre de grève lancé le 30 novembre dernier. Les syndicats ont décidé de laisser une dernière chance au dialogue. Ils ont averti que si leurs revendications n'étaient pas entendues, l'arrêt de travail débuterait le 21 décembre prochain. Les syndicats avaient appelé à un arrêt de travail, estimant que le gouvernement ne protégeait pas suffisamment les professionnels du secteur contre la COVID-19. Ils réclament plus de moyens, des primes supplémentaires et une meilleure couverture sociale. Ce mouvement de colère intervient alors que le Kenya vient de franchir la barre des 1500 morts et le nombre quotidien de malades a battu des records depuis fin novembre. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Ne décrochez pas, nos programmes se poursuivent sur DBS Télévision.